Mesdames et messieurs, c'est pas facile de retomber après tout ça. Après cette victoire 5-4, un match complètement dingue. Benfica qui fait une très bonne première mi-temps, voire même un très bon match qui nous met grandement en difficulté. Nous qui nous sabordons à coups d'erreurs individuelles, puis on arrive à revenir en deuxième mi-temps. On met ce but à la dernière minute fantastique de Rafinha, mais il y a les problématiques, des pénaltys, etc., des fautes. Un match vraiment, l'un des matchs les plus fous de cette saison, si ce n'est le match le plus fou de cette année. On va essayer de redescendre un petit peu en température avec cette vidéo. On va parler un petit peu de certains joueurs, de la suite de la saison. On peut commencer la FAQ. Mesdames et messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Première question de Joseph Zang qui me demande: faut-il vendre plus que jamais Rafinha à 100 millions car il est en sur-régime et n'aura pas ce niveau la saison prochaine? Alors Rafinha, moi je fais partie des gens qui pensent que c'est un joueur qui a un plafond de verre. C'est-à-dire qu'il a vraiment besoin d'être en surproduction pour être au maximum de son pic. C'est pas un joueur qui va être autosuffisant comme un Lamine Yamal, comme un Pedri, qui face à n'importe quel style d'adversité va pouvoir se mettre en lumière. Il a vraiment besoin d'un contexte et aussi d'un poste, Rafinha, pour se mettre en valeur. Maintenant, tu as l'air d'être sûr que l'année prochaine, il n'aura pas ce niveau. Moi là-dessus, je ne suis pas aussi sûr que toi. Peut-être que cette année, vraiment, il est en sur-régime de fou, ok, et que l'année prochaine, forcément, il va être un tout petit peu moins bon, ce qui paraît un petit peu normal. Mais je pense que même s'il est un tout petit peu moins bon dans les stats, c'est un joueur qui peut t'apporter dans son redoublement de course, dans la manière dont il va se déplacer sur le terrain, dans la manière dont il va déplacer le bloc adverse, dans la manière dont il va fatiguer le bloc défensif adverse. C'est un joueur qui peut rester intéressant là-dedans. Il faut surtout que mentalement, il reste focus sur l'équipe et qu'il garde un peu son mental de guerrier pour l'année prochaine. Mais moi, je ne suis pas sûr comme toi que Rafinha va drastiquement baisser de niveau. Il faudra le voir. Encore une fois, je dis que Rafinha a un plafond de verre. Mais surtout, ce qui est important par rapport à la vente d'un joueur, déjà, il faut vérifier que les 100 millions, ce ne soit pas une rumeur et que ce soit véridique. Mais c'est qu'est-ce que veut l'entraîneur? Moi, ça fonctionne toujours comme ça. Que j'ai une préférence pour un joueur ou non, je ne vais pas le vendre juste pour mes préférences personnelles. J'attends de voir ce que veut faire Flick. Si Flick, par exemple, on va prendre l'exemple d'un joueur comme Ansu Fati, qui est un joueur que j'aime bien. Mais si Flick il nous dit Ansu Fati, moi j'en ai pas besoin, et bien Ansu Fati, ça s'en ira. Je ne vais pas me battre pour Ansu Fati. Pareil pour Rafinha. Si Flick il me dit par exemple, Rafinha, j'ai rien contre lui, mais Flick il dit, moi j'ai absolument besoin de Rafinha, on se bat pour conserver Rafinha. Je veux que Deco et Laporta ils travaillent pour donner à notre entraîneur les moyens de ses ambitions et de mettre en place le football qu'il a envie de mettre en place. Donc n'importe quel joueur, si le coach il veut se battre pour le conserver, on se bat tous ensemble pour le conserver. Deuxième question, mesdames et messieurs, de Empereur Parfait. Ça, c'est un sacré surnom. Question qui a été posée au moment où on était en train de perdre encore contre Benfica, qui me dit: et pourquoi est-ce que Flick perd toujours devant les moins faibles, donc contre les plus faibles, je pense? Et est-ce qu'on pourra aller loin dans la compétition avec ce style de jeu face aux petites équipes? Encore une fois, moi j'ai expliqué 1 milliard de fois, je pense qu'il ne faut pas résumer ce qui se passe contre les petites équipes et en faire un panier commun. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des raisons à chaque défaite contre des petits clubs. Osasuna, on a dit, il y avait eu 6 changements de type. Ensuite, il y a bien évidemment Celta Vigo, Real Sociedad. Ensuite, il y a eu Leganés, Las Palmas, etc. Ensuite, il y a eu Leganés, Atlético. Tous ces matchs-là, toutes ces contre-performances, elles ont des raisons. Moi, je l'ai dit à maintes et maintes reprises, je reste confiant parce que je pense que la direction qu'on a prise depuis un mois et demi, elle est très bonne de la part du coach. Donc là-dessus, il ne faut pas résumer que ça par rapport aux petites équipes. Alors les petites équipes, bien évidemment, elles vont te laisser moins d'espace. Elles vont être plus compactes entre elles. Là-dessus, forcément, elles vont te mettre un petit peu plus en difficulté. Il va falloir que tu attaques d'un certain style de jeu différent. Mais en revanche, elles vont peut-être un tout petit peu moins bien attaquer que des très fortes équipes qui peuvent te mettre en difficulté. Benfica l'a très bien fait contre nous. Ils ont superbement bien attaqué. On a vu très régulièrement le Barça friable dans son dos et friable justement dans le fait d'être fixé sur un côté et l'autre équipe qui va renverser, boum, de l'autre côté instantanément. Et tout de suite, nous, on est à la rue, on a beaucoup de mètres de retard. Donc, essayons de ne pas faire une généralité, je pense, par rapport à ça et de penser que c'est une fatalité. Oui, les petits matchs, en fait, on n'est pas fait pour et les gros matchs, c'est bon, on peut le faire. Cette directive-là, c'est un peu une analyse en surface et je pense qu'il faut rentrer un peu plus concrètement dedans. Je l'ai déjà fait précédemment, donc je ne le ferai pas sur cette vidéo, mais c'est important d'avoir une analyse globale. Ensuite, mesdames et messieurs, question de Tino Leflo qui me dit: salut Dave, que pensez-vous du potentiel arrivé de Rashford? Est-ce qu'il peut apporter à ce collectif? On a souffert contre Benfica. Oui, ça, on a souffert contre Benfica. On en a déjà parlé. Et maintenant, concernant Rashford, tiens, petite question transfert. Vous savez que j'aime pas trop parler des rumeurs. Moi, c'est pas vraiment mon délire. Tant que le transfert n'est pas réellement fait, je vais pas faire une analyse du joueur. Donc, je peux pas vous faire une analyse actuellement sur Rashford précisément. Maintenant, juste
parlons d'un joueur qui va être libre, entre guillemets, enfin pas libre, mais qu'on va avoir en prêt. On va pas avoir à payer une indemnité de transfert pour l'avoir, on va devoir bien évidemment payer son salaire, mais à partir de ce postulat-ci, un joueur qui est habitué à pourquoi pas jouer numéro 9, mais aussi ailier gauche, je vois pas en quoi c'est un énorme risque pour le FC Barcelone. Vous m'auriez dit, on met 10-15 millions sur Rashford, juste 10-15 millions, j'aurais dit, est-ce qu'on peut réfléchir un tout petit peu plus s'il vous plaît? Mais là c'est juste un prêt, apparemment. Bah, si c'est juste qu'un prêt pour le Barça, moi j'ai rien contre, on prend des joueurs. Si on peut renforcer, on l'a dit, on a un problème de profondeur dans notre effectif global, surtout à ce poste-là d'ailier gauche où c'est un peu le no man's land, bah let's go, on y va, moi il n'y a pas de problème. Après, le niveau de Rashford, bien évidemment, sera étudié. S'il vient, on fera une analyse, vous inquiétez pas, sur la chaîne. On sera dans le détail de ses performances actuelles, de sa forme du moment, de ce qu'il peut apporter dans le jeu, de quel style de jeu est le plus intéressant pour lui. Mais là, juste l'idée de se dire, on va prendre un joueur en plus qui vient en prêt, qui ne coûte pas trop cher, moi pourquoi pas. Maintenant, si on me dit qu'il faut absolument vendre Eric Garcia pour recruter Rashford, là, je vais commencer à vous dire, ça va devenir un petit peu plus compliqué et le dilemme va être un peu plus important. Nouvelle question, mesdames et messieurs, cette fois-ci de Hans Wape qui me dit, faut-il oublier totalement la Liga et s'occuper de la Copa del Rey et de la LDC? Ça rejoint un petit peu une question qu'on avait juste avant sur cette idée de Liga qui est déjà finie, etc. Moi, je vous l'ai répété plein de fois en vidéo. Hein. Honnêtement, je le fais pas juste pour faire crari ou je sais pas quoi. Je suis confiant que le Barça peut encore remporter cette Liga. Parce que je pense sincèrement qu'avec le jeu qu'on produit sur ces derniers temps, on peut continuer à bien performer et je vois très peu d'équipes en Liga nous mettre en difficulté, à part si elles se mettent à tout jouer le jeu de Retafe. Mais franchement, je vois un Barça qui est cohérent. Si Flick commence à faire un peu plus de rotation, qu'il arrive à mettre du 109, que des De Jong commencent à être importants en tant que remplaçant, que Fermin Lopez retrouve un certain niveau, que Ferran Torres en sortie de banc, il apporte, que Eric Garcia, etc. ils apportent, franchement, ce Barça, il peut continuer à performer sur tous les tableaux, je le pense. Alors, je pense pas qu'il faille aussi sacrifier une compétition parce que qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça veut dire en Liga, on met tout le temps l'équipe C, c'est ça qu'on fait? On met tout le temps l'équipe B, on continue à mettre l'équipe A, mais on leur dit vous mettez pas à 100%. Qu'est-ce qu'on fait en Liga? On peut pas sacrifier la Liga, étant donné en plus qu'on a égalité de points avec l'Athletic Bilbao. Donc c'est-à-dire que même le top 4, entre guillemets, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il n'est pas assuré. Donc il faut continuer à se battre en Liga, bien évidemment sans tout le temps mettre l'équipe type, parce qu'on l'a dit, il faut du repos. Mais oui, moi je continue à y croire, et je pense qu'il faut continuer à se battre pour ce championnat. Nouvelle question, cette fois-ci de Eto Kadala qui me dit « Voyez-vous Lamine Yamal finir comme Messi ou comme Neymar, le talent gâché? J'ai peur qu'il aime Neymar Junior jusqu'à gâcher sa carrière pour lui ressembler. » Ah non, faut pas avoir aussi peur que ça. Bien évidemment, on peut toujours avoir des petits doutes. Lamine Yamal a 17 ans. Il est encore perfectible, on en a parlé, on a déjà dit plein de choses qui pourraient améliorer. Cet été, on avait fait une grosse vidéo sur les 5 objectifs de Lamine Yamal. Bien évidemment, le plus connu d'entre tous, c'est la finition. Lamine Yamal qui doit encore marquer plus de buts. Mais je le répète, Lamine Yamal a 17 ans, il va avoir 18 ans cette année. Il faut rester ultra patient par rapport à ce joueur-ci et ne pas essayer d'en faire déjà à son âge la star qui doit être, les 45 buts qu'il doit marquer par saison. Non, soyons patients avec lui. Essayons chaque année d'augmenter un petit peu le curseur et tranquillement ça va le faire. Alors oui, il a Neymar comme idole et même dans son style de jeu finalement, à part le but qu'il a mis contre le Real Madrid, Lamine Yamal c'est plus un joueur qui ressemble à Neymar. Dans ses foulées, dans son toucher de balle, il y a plus de ça, il y a plus de Neymar. Maintenant pour Lamine Yamal, l'objectif c'est toujours de se recentrer sur le collectif et de se dire oui, je dois stater plus individuellement, c'est ce à quoi il est amené, mais sans oublier le collectif. Ça, j'ai confiance pour l'instant en lui. J'espère qu'il restera dans le droit chemin. S'il ne l'est pas, on le dira, on le remarquera. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt correct de sa part et qu'à part les célébrations de Neymar, ça va. Il n'emprunte pas totalement son côté néfaste de talent gâché. Et je pense aussi que c'est un sacré amoureux du FC Barcelone et qu'il ne va pas être comme Neymar à essayer de changer de club pour une fameuse gloire. Donc j'ai confiance en Lamine Yamal. On a ensuite une question de Ibrahima qui me demande est-ce que les remplacements ont été à jour ce soir vu ce qu'ils ont apporté, le but d'Eric, Ferran, Fermin, De Jong, merci à tous. Et bien donc merci à toi pour ta question, je pense que ça traite un petit peu de l'apport des remplaçants et justement j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, l'apport des remplaçants il va être important pour cette deuxième partie de saison. On l'a toujours dit, les remplaçants que sont Eric Garcia, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Fermin Lopez, Pablo Torre, ce que vous voulez, c'est des joueurs qui sont en dessous des titulaires. Il y a un niveau qui est en dessous, on l'a tous remarqué. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même une majorité à être d'accord dans l'idée de se dire
on est obligé, si on veut réussir sur tous les tableaux avec ce type de football, d'accepter un petit peu de rotation et de faire en sorte que ces joueurs qui rentrent sur le terrain performent. Et franchement, sur ces joueurs qui sont rentrés sur le terrain, De Jong est en train de prendre un petit peu en température. Eric Garcia fait une première partie de saison qui est correcte, je dis pas exceptionnelle, mais qui est correcte. Ferran Torres sur les petites rentrées à droite à gauche qui fait, ça va, c'est plutôt intéressant. Fermin Lopez est un petit peu dans le dur, mais moi je pense qu'en lui donnant justement de la confiance, ça peut marcher. Pablo Torre, à chaque fois qu'il a été rentré en jeu, tout le monde a été content de son apport. Donc quasiment tous les remplaçants, je pense, peuvent réellement apporter à FC Barcelone. Maintenant, il faut leur apporter de la confiance et je pense qu'il faut les mettre titulaires dans certains matchs. On va en parler, le match contre Valence arrive très bientôt. Typiquement, Valence, ils sont 19e du classement. C'est une équipe qu'on va jouer à domicile. C'est un match dans lequel tu peux mettre à peu près 2 de ces joueurs-ci, par exemple. Je ne dis pas de mettre les 4, de mettre les 5 d'un coup, mais peut-être en mettre 2 pour qu'ils puissent réellement avoir 10 minutes, réellement avoir un impact sur cette équipe et surtout reposer les cadres. Donc pour toutes ces raisons-ci, on va avoir besoin de s'accrocher à ces remplaçants qui ont une qualité vraiment, qui ne sont pas du niveau des titulaires, je le répète, mais qui peuvent apporter. On passe à la prochaine question, mesdames et messieurs. On me demande si on devait recruter un numéro 9, quel profil penses-tu convenir le mieux au jeu de flic? Encore une fois, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal, voilà, je l'ai déjà dit sur Rashford, à parler réellement de transfert, à réellement analyser les joueurs. J'ai pas envie de vous proposer une analyse qui est floue. Voir juste les highlights sur YouTube, voir juste les highlights sur Twitter et me dire « Ah tiens, il faut tel ou tel attaquant ». J'ai besoin réellement de m'intéresser à un profil, de savoir quel est le jeu de son équipe, pourquoi est-ce qu'il performe dans ce style d'équipe. Ok, Gyökeres peut-être au Sporting, il réussit très bien, mais quel est le type de jeu du Sporting? Est-ce que ce type de jeu, il ressemble au jeu du FC Barcelone? Tiens, Gyökeres, c'est quoi ses stats face aux gros clubs? C'est quoi ses stats face aux plus petits clubs? Est-ce qu'il est constant, par exemple? Pour Isaac, c'est exactement pareil. Tous les joueurs, on a besoin, je pense, de faire une vraie analyse quand on les veut. Après, on a des petites sensibilités par rapport aux petits matchs qu'on voit à deux. Isaac, moi, j'ai déjà vu des bribes de matchs de Newcastle. J'ai déjà vu Newcastle face à des gros clubs, mais je n'ai pas vu Newcastle dans toute la saison sur les petits matchs. J'ai pas suivi Isaac ce qu'il a fait à toutes les rencontres pour vous dire « Ah, il faut absolument ce joueur-ci ». Je peux peut-être avoir des petites appréciations, mais à l'instant T, j'ai besoin de voir ce qu'a besoin justement Flick comme numéro 9 et surtout j'ai besoin de savoir le numéro 9 qu'on va recruter, est-ce qu'il est capable d'interpréter ce jeu-ci. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai pas assez fait d'analyse à côté pour vous proposer un client, un profil type. Nouvelle question, mesdames et messieurs, on enchaîne. Grace qui me demande « Salut Dave, comment avez-vous jugé le niveau de Ronald dans ce match ? Pour moi, je le trouve moins rassurant que Martinez. Pensez-vous que la paire Kubarsi-Christensen serait meilleure que celle Kubarsi-Araujo ?» Bah, si tu as vu mon débrief, tu sais qu'est-ce que j'ai pensé de l'appréciation de Ronald, qui pour moi vraiment a été en difficulté. Déjà, purement, simplement, défensivement, à part réellement quand il est dans le duel, mais dans le positionnement, je trouve que des fois, il n'est pas du tout aligné à la défense. On a grandement été en difficulté justement dans notre alignement. Je trouve qu'on a été largement décalé à droite, à gauche. Et bizarrement, il y a un joueur qui a défendu depuis que ça s'est passé et qui a changé, c'est Ronald Araujo. Et en plus de ça, balle au pied, je suis désolé, c'est un cliché. J'ai pas envie de rentrer dans les clichés. J'aime pas forcément rentrer dans ce genre de délire. Mais là, Ronald, balle au pied. Les relances, mesdames et messieurs, c'est vraiment des parpaings, quoi. C'est des parpaings, des fois qui arrivent à 15 mètres des joueurs ou des ballons qui arrivent à 200 km/h dans les pieds. Ouais, c'est compliqué, je vous l'ai dit là dans la réaction, souvent on avait une relation qui était Kubarsi-Lamine Yamal sur le côté droit, tu la perds totalement, Lamine Yamal, on a un peu plus de difficulté à le trouver justement parce qu'on perd cette relation, ce défenseur central qui est capable de casser des lignes, nous permettre d'aller vite vers l'avant, on l'a moins avec Ronald et on le sait que dans le jeu actuel c'est très important. Je ne dis pas que Ronald n'est pas un bon défenseur, je dis que par rapport au jeu actuel qu'on propose, est-ce que c'est le défenseur le plus adapté ? J'ai des doutes. Et oui, j'espère, après ça dépend de la forme physique de Christensen, qu'au moins Christensen, on va lui donner sa chance de pourquoi pas essayer avec ce jeu de flic, voir ce que ça donne. Parce que Christensen, j'ai pas non plus de gage de sûreté pour l'instant qui performe très bien puisqu'il n'a pas encore réellement joué sous flic. Donc il faut attendre, il faut aussi voir pour Christensen. Mais j'aimerais aussi qu'il ait sa chance au même titre qu'Araujo. Et dernière question, mesdames et messieurs, de Lamine Yamal. Question directe de Lamine Yamal, mesdames et messieurs. C'est fou, en plus il l'a traduit en français, c'est génial. Tu préfères gagner la Liga et la LDC en jouant en bloc bas comme l'Inter ou gagner juste la Coupe du Roi mais en jouant comme le Barça de Guardiola? Je pense que tu as une référence de l'Inter qui est l'Inter de Mourinho, certainement, mais l'Inter il joue pas forcément tout le temps bloc bas actuellement. Ça, c'est un peu un cliché qu'on peut avoir sur cette équipe, qui est capable de proposer du très très beau football, même si elle peut être dure sur l'homme. Mais après, voilà, ça c'est une question de philosophie, c'est une question d'éducation footballistique. Et moi, je suis arrivé dans le football avec le Barça et j'ai aimé ce club pour sa philosophie, pour son idéologie. Et forcément, pour moi, en fait, cette idéologie, c'est
C'est à travers le beau jeu qu'on va gagner sur le long terme. Je suis formé comme ça. J'ai été conditionné de cette manière. Donc selon moi, si tu joues le jeu du Barça de Pep Guardiola, tu vas gagner. Parce que je vois pas comment tu ne peux pas gagner en étant l'une des plus belles équipes du 21e siècle qui était justement le Barça de Pep Guardiola. Donc voilà, c'est compliqué. Et ensuite, moi, j'ai toujours un peu de mal. Mais ça, c'est chacun le vit à sa manière. Et encore une fois, chacun a son éducation et chacun est arrivé au football avec un certain prisme. Mais moi, j'accorde une importance énorme à la manière. C'est-à-dire que oui, je suis content quand on va gagner. Typiquement, là, vous l'avez vu, contre Benfica, je suis content qu'on gagne. Ok, il n'y a pas de problème, je me lève de mon fauteuil sur le but de Rafinha, je suis comme un fou. Mais après, quand je fais l'analyse en face de vous, je suis obligé de signaler et de pointer du doigt les erreurs individuelles et les erreurs collectives. Je suis obligé de le faire, même si on a gagné. Vous vous souvenez, contre Mallorca en Liga, on a gagné combien? 5-1, quelque chose comme ça. Je suis arrivé vers vous, je vous ai dit, mais pendant 70 minutes, le jeu du Barça, il était affreux. Parce que je suis obligé forcément de parler de ça. Et en revanche, il y a des matchs qu'on a perdus, Atlético Madrid, où je suis arrivé devant vous et je vous ai dit, le match, il a été incroyable de la part du Barça. On n'a pas marqué les buts, on n'a pas été létal, ok. Mais j'étais quand même content parce que je me suis dit, si on suit la voie du match contre l'Atlético Madrid, je pense qu'on ira loin cette saison. Or, si on suit ce qu'on a fait contre Mallorca sur le reste de la saison, je pense qu'on n'ira pas loin. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est vraiment cette idéologie de se dire, c'est à travers le beau jeu qu'on ira loin. Ça va peut-être pas marcher tout de suite, mais sur la suite, sur l'avenir, sur le futur, ça va nous emporter loin parce qu'on va s'appuyer sur un socle qui est défini. Donc moi, typiquement, je pense que si on continue à bien jouer, qu'on est intéressant avec ce football-ci et qu'on propose du beau jeu, on va peut-être pas tout gagner cette saison, mais au moins ça sera une base solide sur laquelle s'appuyer pour l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Alors que si on joue mal, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, mais imaginons on jouait mal, mais on gagne quand même des trophées, l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Ok, on recontinue une nouvelle fois à jouer mal et on se base sur quoi? Sur la chance, allez peut-être sur des momentum de match, peut-être ça va nous sourire, peut-être pas, on se base là-dessus. Je préfère me baser sur le jeu. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette FAQ, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas prêté à cet exercice. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé vos questions. Désolé si j'ai pas répondu à tout, mais il faut faire quelques petits choix, sinon la vidéo elle dure 1h30. Je vous remercie d'être toujours aussi présent en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.